Bonjour à tous, moi je m'appelle Tugdual-Cellier, je suis responsable de l'équipe IA, tout ce qui est traitement de données, traitement d'images chez Horsecube. Et Horsecube a des activités qui sont principalement tournées vers la défense aujourd'hui, beaucoup de clients défense, d'où notre présence ici. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de comment on développe, on déploie de l'IA chez nos clients défense. Donc rapidement, qui on est. Ok. Chez Earthcube, aujourd'hui, on est en fait la plus grosse équipe d'Europe sur ce sujet-là spécifiquement, avec vraiment un cœur de métier tourné vers l'IA. Et comme je le disais, des clients défense, donc pas mal de ministères des armées, à la fois en France et en Europe, notamment au Royaume-Uni, et aussi des instituts internationaux. On a travaillé avec la Banque de développement asiatique, par exemple, les problématiques de développement économique, et également avec l'OTAN, donc une institution interarmée qui permet de diffuser aussi sur plusieurs pays. Aujourd'hui, dans notre panel de produits, on en a trois. Donc je vais commencer par celui du milieu qui s'appelle S-Cube pour surveillance de sites stratégiques et qui consiste à faire du suivi d'activités automatiques sur des sites d'intérêt. Donc sites d'intérêt, ça peut être des bases militaires, des bases aériennes, des bases navales, en faisant de la détection automatique à la fois d'objets, voilà, donc détection et classification de véhicules, de bateaux, d'avions, etc. Et détection aussi de ce qu'on appelle des patterns of life, donc détecter quand est-ce qu'il y a des événements inattendus qui apparaissent sur ces zones. Un autre produit à gauche qui s'appelle CQ pour contrôle des composantes critiques, qui reproduit un peu la même chose, mais en agrégeant un grand nombre de flux, dont le flux venant de S-Cube, mais aussi d'autres flux, de l'imagerie thermique, des balises de bateaux, etc. Et un troisième produit qui, lui, est plus dédié aux utilisations type force spéciale, avec de l'identification d'itinéraires d'insertion, globalement des zones de posée d'hélicoptères, d'avions, et aussi de zones d'insertion maritime pour les forces navales. Alors, on parle pas mal d'IA, c'est hyper buzzword en ce moment. Il faut bien garder en tête que l'IA, c'est très très large potentiellement en fonction de la définition qu'on en prend. Et que ça inclut l'apprentissage machine, donc tout ce qu'on appelle machine learning, et à l'intérieur de ça, l'apprentissage profond ou deep learning, qui est particulièrement à la mode, et c'est ces techniques-là que nous, on met principalement en œuvre chez Earthcube, et sur lesquelles je vais me focaliser aujourd'hui. Alors pour faire de l'IA, c'est pas simple, ça s'apprend, c'est un vrai métier. Et il y a globalement trois grandes étapes dans tout développement de produits liés à l'IA, qui sont l'annotation, ensuite l'utilisation de la data produite et l'entraînement proprement dit, et ensuite la mise en production et notamment les tests. Donc je vais détailler ces trois points. Hop, en commençant par l'annotation, qui est un peu le nerf de la guerre, parce que, vous l'avez déjà probablement entendu, on dit beaucoup que dans l'IA, la data est le nouvel oil, la nouvelle source de richesse. Et ce qui est hyper important pour nous, c'est vraiment d'avoir une très très forte traçabilité de la donnée qu'on va utiliser derrière, et notamment des annotations qui sont faites. C'est pour ça qu'on a développé notre propre plateforme d'annotation qui permet aux gens qui font la notation chez nous de directement, à partir des images satellites, détourer les objets qu'ensuite on va vouloir détecter. Ça permet de suivre ce qu'ils font, de suivre les erreurs potentielles qu'ils font, et aussi de les aider à se former, notamment parce qu'on va assez loin dans la classification des types d'objets pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients défense. Et ça, c'est hyper important de contrôler la qualité. Donc la traçabilité, ça permet de contrôler la qualité derrière et de remonter aux erreurs s'il y en a, dans la mesure où même des super algos vont être perturbés par des problèmes dans la donnée. Si on a le meilleur algo du monde, mais qu'on le nourrit avec des choses fausses, on n'aura jamais quelque chose de performant et de robuste à la fin. Donc pour nous, c'est vraiment le cœur, le tout début de la chaîne. Et si on ne maîtrise pas bien cette étape-là, la suite ne se passera pas bien. Et comme je le disais, on va assez loin dans la manière dont on labellise ces données. C'est hyper important pour nous. Si on veut pouvoir répondre aux besoins, il faut qu'on ait les capacités d'aller loin. Et donc, on a la ressource en interne de faire vraiment des guides qui expliquent comment faire cette labellisation. Et on forme les gens qui font la labellisation pour nous à arriver à ce niveau de compétence. Donc,
ça commence par des trucs très basiques qui disent comment on labellise un objet, qu'est-ce que c'est un bateau, qu'est-ce que c'est un avion, où est-ce qu'on va les trouver principalement. Mais ça peut aller vraiment très très loin, et notamment avec un exemple ici. Aujourd'hui, on labellise les avions au niveau du modèle d'avion. Donc on va dire que ça c'est un Sukhoi 25, ça c'est un Rafale, ça c'est un Antonov, etc. Ce qui nous permet en fait d'aller vraiment sur le besoin métier. Si on détecte un chasseur russe, c'est pas du tout pareil que si on détecte un chasseur américain sur une base aérienne. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir la compétence métier. Donc on l'a acquise chez Horse-Cube. On a cette compétence en interne d'aller à ce niveau de détail-là, et on fait des guides d'annotation qui sont utilisés par les gens qui font cette annotation. Et on a besoin d'aller à ce niveau-là pour ensuite délivrer un produit qui soit de valeur. Un autre aspect, l'imagerie satellite, c'est un domaine assez complexe. On ne voit pas toujours à l'œil nu les choses, ce n'est pas toujours évident. Et donc, de la même manière qu'on va aller sur les modèles d'avions, sur un observable qui est assez complexe, comme les véhicules, parce qu'un véhicule dans une image satellite, ça peut être 4 par 8 pixels, donc ce n'est pas forcément évident, ça se confond avec plein de choses. On a mis en place des labellisations avec des degrés de certitude, possible, probable, certain, avec des critères qui disent quand est-ce que c'est une détection possible, probable, certaine. Et ça nous permet aussi derrière d'évaluer nos algorithmes pour savoir si, en fait, quand ils se trompent, c'est que sur les cas qui sont les plus incertains, et s'ils sont bons quand on voit clairement que c'est un véhicule. Donc ça, c'est aussi hyper important, à la fois pour l'entraînement, mais aussi pour le test des performances, j'y reviendrai un peu après. Du coup, la notation, c'est vraiment la force de frappe. C'est la première étape, et si on ne la passe pas, on ne passe pas à la suite. Et donc pour nous, pour faire bosser un data scientist, il faut un annotateur qui soit au niveau, qui puisse dépoter pour avoir la force de frappe de faire la donnée et derrière faire les algorithmes. Et du coup, ça, c'est hyper important pour nous, et on a une vraie équipe qui est même aujourd'hui un peu plus grosse que l'équipe data science, qui est dédiée à faire ça. Pourquoi on en a particulièrement besoin? Parce que dans l'IA, c'est un peu ce qu'on entend souvent, mais c'est particulièrement vrai, c'est que c'est assez facile d'arriver vite à un POC qui est sympa et qui a l'air bien et qui nous donne envie d'aller plus loin. Typiquement, en une semaine, en ayant quelque chose comme 10 000 exemples de ce qu'on veut détecter, on arrive à faire un petit truc qui a peut-être 60%, 70% de performance. On se dit que ça commence à être pas mal. On pousse un peu, en 3 mois, on a plus d'exemples, on arrive à 80%. 80%, c'est bien, c'est joli. Mais 80%, ce n'est pas opérationnel. Pour avoir quelque chose d'opérationnel, et surtout dans le domaine de la défense qui est très exigeante en termes de qualité, il faut arriver à des scores de type 95% pour être sûr qu'on ne rate rien. Typiquement, le niveau proche d'un humain qui est concentré à regarder l'image. Et ça, pour le coup, ça peut prendre 2-3 ans d'expérience, d'itération et de travail. Et aussi, ça demande facilement plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'exemples pour chaque type d'objet qu'on veut détecter. Et donc, si on n'a pas cette puissance d'annotation, on n'arrivera jamais à ces niveaux-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Bon, une fois qu'on a la donnée annotée, va falloir l'utiliser, et on passe cette fois-ci vraiment au travail du data scientist qui, lui, peut commencer à bosser parce qu'il a la bonne donnée. Donc, qu'est-ce que c'est un algo de machine learning ou de deep learning, plus précisément ici? C'est tout ça. Donc, il y a plein de blocs différents. On a parlé un peu des données, mais il y a aussi plein d'autres aspects. Donc, je vais parler que de certains parce que je n'ai pas le temps de tout détailler. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut se planter, il y a une solution, c'est de ne pas standardiser ce qu'on fait. On voit souvent des équipes de data scientists qui vont faire chacun leur petit notebook de leur côté, faire des POC, des machins, mais après pour le passer en production, bonjour les dégâts, parce qu'il faut carrément une team de développeurs derrière pour le réadapter, le fiabiliser, etc. Donc pour ça, c'est hyper important de standardiser à la fois les langages qu'on utilise, le framework qu'on utilise. On peut utiliser les notebooks pour faire des tests, mais il ne faut pas l'utiliser pour faire le produit final. Et il faut tout versionner. Donc on a parlé de versionner les données, la traçabilité des données, mais aussi versionner le code, versionner les entraînements qui sont faits, et derrière, utiliser toujours des outils et des process standards. Et suivre, en fait, pour faire de la data science, tous les standards du software development. On ne peut pas s'en passer. Donc là, je vais me focuser sur la partie plus scientifique, vraiment, du data scientist, parce que qu'est-ce que c'est un réseau de neurones en deep learning? C'est en fait des centaines de milliers de possibilités. Il y a plein de paramètres dans un réseau de neurones. Certes, on les apprend, mais il y a aussi plein de paramètres qu'il faut décider, plein de possibilités.
Et ça peut prendre des années en fait, de tester ces différentes possibilités, sauf si on s'appelle Google ou Facebook, qu'on a des fermes complètes de GPU, mais en général, ce n'est pas le cas de la plupart des PME et des startups. Et c'est pour ça qu'en fait, le rôle du data scientist est vraiment important et son expérience dans le domaine. Les solutions sur étagère qu'on trouve en prenant n'importe quel repo sur GitHub, en général, ça permet de faire des petits tests, mais c'est jamais applicable pour les problématiques qu'on veut. Il faut toujours adapter les solutions pour les faire marcher sur nos cas d'usage à nous. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est là où vraiment le savoir-faire et l'expérience du data scientist sur un domaine de compétences précis, sur un domaine d'application précis, est vraiment clé. Et ensuite, on passe à l'entraînement une fois qu'on a défini à peu près ce qu'on voulait entraîner, ce qu'on voulait utiliser comme type d'algorithme. L'entraînement, c'est pareil, c'est un point qui est assez tricky dans tout ce processus-là, parce que c'est particulièrement gourmand en temps de calcul. C'est gourmand en données, mais du coup, derrière, ça se traduit en temps de calcul. Et typiquement, sur les applications qu'on a, nous, sur le nombre d'exemples labellisés, ça peut prendre plusieurs semaines à entraîner un algo. Donc voilà, donc, si on veut tester les performances derrière et puis refaire des itérations, ça peut être très très long. Et c'est pour ça que le savoir-faire du data scientist là, va jouer énormément, parce que s'il sait présélectionner ce qu'on va tester, ça fait gagner énormément de temps et aussi énormément d'argent dans le développement de ces algorithmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la data science, c'est quand même pas le dev software. C'est quelque chose qui est éminemment itératif. On va tester une solution, on va voir les résultats, on va se rendre compte des différents problèmes qu'on peut avoir, on va revenir sur les données, on va revenir sur l'algorithme, on va retester des choses, et on va faire comme ça plusieurs itérations. Et c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose qui est vraiment efficace derrière. Donc voilà, si on veut pouvoir faire ça, faut avoir le temps de calcul disponible. Bon, ça se trouve, hein, mais ça se paye. Et il faut aussi savoir dans quelle direction aller et avoir ce background, en fait, cette expérience dans le domaine. Et ça, c'est super important. Donc typiquement, chez Horsecube, quand on veut développer un algorithme, je ne sais pas si on a un nouveau type d'observable, on dit qu'on veut détecter, je ne sais pas, les véhicules blindés, par exemple, sur de l'imagerie satellite, et puis les classifier. Et typiquement, c'est quelque chose où on va faire en moyenne une vingtaine d'entraînements différents pour sélectionner l'algorithme qui, derrière, va être utilisé en production. Alors ça ne paraît pas beaucoup, parce qu'on n'a pas forcément non plus les moyens de faire un grid search sur tous les paramètres du monde qui existent pour nos réseaux. Donc on les sélectionne. On les sélectionne parce que on a déjà testé des choses, on suit l'état de l'art, on teste l'état de l'art, et derrière, on sait quoi essayer quand on veut appliquer ça derrière. Dernière étape, là c'est cool, on a un data scientist qui a fait du bon boulot avec des bonnes données, mais maintenant on veut le passer en production. Alors, ça veut dire quoi la production? On entend beaucoup, c'est dur de passer l'IA en production, etc. Passer en production, ça veut dire intégrer cette IA entraînée que le data scientist a faite vers le système du client. Et pour ça, on a pas mal de problèmes, parce que il peut se trouver que on a un système SaaS, mais ça peut aussi être que nos clients, ils ont besoin de l'avoir on-premise chez eux. Ça peut être de l'embarquer avec des contraintes fortes sur la puissance de calcul disponible. Et les points vraiment clés, c'est que ça doit être performant, mais ça doit aussi être hyper stable, avoir des bonnes compatibilités si par exemple on fait des mises à jour, et ça doit être extrêmement possible de reproduire les performances. Donc les performances qu'on a chez nous doivent être pareilles chez nos clients. Sinon, ils vont nous prendre pour des imbéciles qui ne savent pas tester leurs algorithmes. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de standardiser, encore une fois. Et donc si on parle de production, c'est quelque chose d'assez classique, mais on ne se lasse pas de le répéter, utiliser Docker. Docker, c'est magnifique, c'est super efficace, ça permet de tout packager dans un seul système et d'avoir quelque chose qui est extrêmement reproductible derrière. Et donc tout notre framework, tous nos process sont basés sur l'utilisation de Docker. Pareil, pour avoir de la reproductibilité, il faut faire des tests de performance. Et point hyper important, qu'on voit malheureusement trop souvent dans des process de développement d'IA, la validation, ce n'est pas du test. Ça vous permet de définir quand est-ce que vous finissez votre entraînement. C'est bien, c'est utile, mais ce n'est pas du test, ce n'est pas représentatif. Vous allez utiliser ces images-là pour sélectionner votre algorithme. Point important, les tests de perfo, évidemment, doivent
toujours être en lien avec le besoin client. Donc, il faut savoir s'adapter, il faut savoir designer les testing sets à un cas métier, à un besoin client. Et ça, c'est hyper clé aussi si vous ne voulez pas perdre un temps monstrueux. Ça doit être automatisé. Vous avez fini un algo, vous le lancez et direct, ça passe les tests. Donc, pour ça, nous, on a mis en place pas mal d'outils pour visualiser les performances, donc sur toutes les images qu'on peut avoir, etc. Pour voir si, par exemple, nos performances diminuent quand il y a de la neige, quand il y a des angles de prise de vue qui sont un peu trop importants, etc. Pouvoir revenir là-dessus. Et évidemment, pouvoir visualiser sur les images où est-ce qu'on a fait des détections, où est-ce qu'on s'est potentiellement on a un peu baissé en performance. Et donc l'équipe au complet chez Horse Cube pour faire de l'IA et la déployer, c'est tout ça. Donc c'est pas juste un data scientist, c'est vraiment toute une équipe autour. Donc j'ai pas trop parlé du back-end et du front-end, mais c'est vraiment super important pour faire un produit aussi. Et un data scientist opérationnel, c'est vraiment un développeur et un adaptateur en support. Et ça marche pas si on n'a pas vraiment cet équilibre-là. Donc un peu rapidement aussi, comment on peut détecter du coup les gens qui vous font croire que l'IA c'est super facile. En général, ils disent que c'est super facile d'implémenter, que c'est juste push-bouton, ça marche sur toutes les plateformes. En général, ils disent qu'ils peuvent traiter tout et n'importe quoi. C'est pas vrai. La connaissance métier de la donnée et du besoin client, c'est clé pour faire de l'IA. En général, ils disent ouais, on n'a pas besoin de beaucoup d'exemples d'apprentissage. C'est faux. Il y a moyen de réduire le nombre d'exemples, mais la donnée reste extrêmement clé. Et en général, ils vous disent qu'ils font quelque chose de complètement différent de ce que fait tout le monde. Aujourd'hui, l'état de l'art, c'est pas pour rien que c'est les techniques de deep learning, de réseaux convolutionnels. Donc, en général, c'est quand même ces techniques-là qui marchent le mieux pour les cas les plus classiques. Donc, très rapidement, quelques messages à retenir. C'est pas facile, c'est un vrai métier de faire de l'IA. Et si jamais vous avez des questions ou si vous voulez savoir qui on embauche, quand est-ce qu'on embauche, n'hésitez pas à envoyer des messages sur contact@horseCube.eu ou à aller regarder nos offres sur notre site web. Donc maintenant, si vous avez des questions, je suis à vous. Oui, alors la question c'est qu'est-ce qu'on entend par standardiser le code. Standardiser le code, ça veut dire avoir une infrastructure de code à nous qui est extrêmement fiable, robuste, maintenable. C'est-à-dire que tout le monde chez nous utilise les mêmes outils et que quand quelqu'un en R&D va développer une fonctionnalité nouvelle qui sort de l'état de l'art, qu'on teste, etc., elle est intégrée à ça et la semaine d'après, tout le monde peut l'utiliser pour faire des produits, des projets clients, etc. Donc, pas avoir plein de gens qui font plein de trucs dans tous les sens, mais vraiment avoir une code base qui est fiable, robuste, et ça demande de dédier de la ressource à ça. Ouais. Ça dépend énormément du projet. Et ça dépend aussi énormément de si vous comptez la labellisation dans le temps du projet. Parce que c'est aussi un facteur qui peut être assez important. Mais typiquement, le fait que ce soit itératif fait qu'il y a quand même des durées assez incompressibles. Développer un algorithme d'IA un peu costaud en quelques semaines, c'est pas faisable. Il faut prendre le temps de pouvoir itérer, donc tester, faire les apprentissages, faire les tests de performance, revenir dessus et itérer. Donc c'est au minimum quelques mois typiquement. Alors, pour versionner, aujourd'hui, on utilise un framework qui est à nous, qu'on a développé chez nous parce qu'on en avait le besoin et qu'on ne le trouvait pas forcément trop ailleurs. Il y a pas mal de choses qui commencent à sortir. On est en train d'expérimenter notamment des choses en lien avec MLflow, avec Weights and Biases, des choses comme ça. Donc, on sent que ce besoin-là, il est reconnu en fait dans la communauté. Nous, on teste ces solutions-là. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé la perle rare qui répond exactement à notre besoin, mais du coup, on est assez ouvert à tester ces nouvelles technos.